Aujourd'hui, ce qui est très intéressant, c'est qu'on vit de façon dans notre chair, on va le dire ça comme ça, ce qui peut arriver demain. Et du coup, on va réfléchir autrement. Jusqu'à maintenant, c'était des mots, c'était des scénarios qu'on faisait en prospective. Et là, on voit que c'est la moitié, voire plus de la planète qui va le vivre d'une façon à peu près identique. Parce qu'on va dire à ceux qui sont confinés, ils vivent le confinement de façon à peu près identique. Donc, c'est un point, de ce point de vue-là, je trouve que c'est très intéressant. Et derrière, il y a un autre truc, ce qui est génial, parce que moi, je discute avec énormément de gens, et il y a une créativité fabuleuse. Donc, ce truc-là va non seulement nous faire réfléchir différemment, mais en même temps, il va nous apporter de nouvelles idées, de nouvelles solutions. Et ce qu'il faudra encourager, c'est ça, mais le faire de façon congruente, parce que sinon, ça va partir dans tous les sens. Donc voilà en introduction ce que je voulais dire. Par contre, pour répondre maintenant à la question de façon un peu plus technique et moins émotionnelle, on va dire ça comme ça, je voudrais, si tu peux, afficher la première diapo où on voit les deux courbes qui partent de la révolution industrielle. Parce qu'il faut quand même avoir derrière ça, et ça, j'ai pas mal travaillé aussi avec Laurent Davy et Olivier Portier, où on a quand même, mine de rien, pu observer une centaine de territoires. Non, juste avant, celle d'avant. Les deux, voilà, celle-là. Et donc, j'ai pu, entre guillemets, me faire une opinion à partir de faits, de compréhension de ce qu'étaient ces mécanismes. Ce graphique vous montre, pour moi, c'est la rupture du siècle. Je vais essayer de l'expliquer. C'est que vous avez en ordonnée les disparités interrégionales. Donc, en gros, les différences de développement qu'il peut y avoir entre régions. On voit que depuis la révolution industrielle, ces disparités ont augmenté jusqu'au milieu du XXe siècle, puis elles baissent. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'en mesurant ces disparités autour de deux paramètres, que sont le PIB par habitant et les revenus par habitant, on voit quoi? On voit que depuis la révolution industrielle jusqu'au début de la Deuxième Guerre, mais encore plus après les années 80, ces deux paramètres étaient très liés. Ça signifiait que sur un territoire, quand je crée de la valeur ajoutée, mécaniquement, les revenus augmentaient. À partir de la Deuxième Guerre mondiale, mais encore une fois, encore plus à partir des années 80, il y a une décorrélation entre ces deux paramètres. Et ça, c'est très important parce que, en gros, la formule est la suivante, mais il faut bien trouver des formules qui permettent de matérialiser les choses. On est passé d'un territoire de stock à des territoires de flux. Et ces territoires de flux sont très dérégulés, entre guillemets, et très débridés. Et il y a des flux dans tous les sens. Et alors, il y a des flux d'humains, il y a des flux d'informations, il y a des flux d'énergie, il y a des flux financiers qui ne passent plus par les mêmes réseaux, par les mêmes canaux. Et du coup, ça, c'est très important. Alors, on peut y passer la journée là-dessus pour expliquer ça. Il y a la démographie, la mondialisation, la baisse du temps de travail. Et on voit qu'on a changé de monde. Donc, ce monde où on pensait lieu, où on pensait stock, où on pensait périmètre, où on pensait compétence, on pensait proximité, maintenant, il nous faut penser lien. Parce que c'est dans la valeur. La valeur, les liens sont les créateurs de valeur. Flux, échelle, articulation entre les échelles, ressources, accessibilité et non pas proximité. Et du coup, on se dit, ben oui, ce n'est pas le même logiciel, pas tout à fait. Et pourtant, les gens continuent à ménager avec les lunettes de stock, pas les lunettes de flux. On continue à faire des zones d'activité en espérant qu'on va faire venir des entreprises. On continue à faire du SimCity, si vous voulez. Voilà, parce que le foncier, on a du foncier, machin. Et du coup, évidemment, là, on se rend compte qu'on ne peut plus le faire. Mais le problème, c'est que quand vous avez appris à faire des jeux de construction comme ça, et que vous êtes passé par l'université avec des profs qui vous ont transmis ce savoir, pour réapprendre, c'est compliqué, parce que c'est plus tout à fait dans la même logique.
C'est comme l'innovation incrémentale et l'innovation de rupture. L'innovation incrémentale, vous améliorez le process, mais l'innovation de rupture, vous changez de modèle. Et donc là, évidemment, on commence à basculer dans un autre monde. Et ce que je voudrais dire, et qui est très important parce que je constate ça aujourd'hui, c'est qu'une fracture est en train de s'opérer entre ceux qui sont dans l'ancien monde et ceux qui sont dans le nouveau, dont on ne sait pas d'ailleurs de quoi il est composé. Et tout l'enjeu, c'est ne pas mettre en contradiction ces deux mondes, parce qu'ils font partie de la vie. Vous voyez, le capitalisme fait partie du monde. Tout ce qui va se jouer sur les énergies renouvelables, ça fait partie du monde. L'enjeu, c'est de mettre notre intelligence et nos moyens pour relier ces deux mondes. C'est ça l'objectif. Sinon, on va perdre trop de temps. Et en France, on est champion du monde pour faire des débats théoriques et souvent pas trop pragmatiques. Donc, tu peux passer à celle d'après, parce qu'elle est aussi importante, elle découle de ça. Et qui résume, si vous voulez, pour moi, ce qu'est cette crise. Parce que c'est toujours difficile de résumer des choses aussi complexes. En fait, la crise est une crise systémique avant tout. Et si c'est une crise systémique, c'est que les solutions seront systémiques. Je m'explique, c'est très simple. Le Covid, c'est pas un truc économique. L'origine est sanitaire. C'est ça qui a mis à plat l'économie mondiale. D'accord? Donc, pour réparer ce système, il faudra avoir des solutions interdépendantes. Alors, j'ai essayé de symboliser ce que ça voudrait dire par rapport au territoire, à l'économie des territoires. En fait, on ne sait pas, il y a 4 leviers, si vous voulez, donc 3 leviers plus un amortisseur sur un territoire. Il y a toutes les activités qui produisent de la valeur ajoutée et qui exportent cette valeur ajoutée. Vous êtes un paysan, vous êtes un agriculteur, pardon. Vous fabriquez, vous avez 500 hectares de céréales dans la bosse. C'est pas pour nourrir la bosse, c'est vous exporter vos céréales. C'est pour nourrir des animaux, etc. Donc, vous n'êtes pas le paysan du circuit court qui, lui, vit grâce à l'augmentation de la population et à l'augmentation du pouvoir d'achat. Lui, il n'est pas dans le levier productif, il est dans le levier présentiel. Et donc, toutes ces activités qui sont nécessaires à satisfaire les besoins des populations locales, on les trouve là. D'accord? Et puis, vous avez ce qu'on a appelé le levier résidentiel, dans lequel on a plutôt tout ce qui va être lié au tourisme. En tout cas, c'est tout ce qui permet d'attirer des revenus sur le territoire. Et on voit d'ailleurs que ce levier résidentiel, qui n'existait pas avant la Deuxième Guerre mondiale, aujourd'hui représente 50% des revenus d'un territoire. Si vous additionnez donc l'amortisseur public-social, c'est l'ensemble des revenus sociaux et publics, et que vous additionnez cet amortisseur avec les leviers résidentiels, leviers productifs, vous avez 80% des revenus d'un territoire. Et aujourd'hui, quand je regarde les territoires, qu'est-ce que je vois? Je vois que ces 3 leviers plus ces amortisseurs fonctionnent de façon, on va dire, déconnectée. Et chacun va mener sa politique énergétique. Chacun va travailler sur son économie circulaire, va avoir des réponses adaptées, pas de façon congruente. Donc tout l'enjeu maintenant, c'est de se dire comment reconnecter ces leviers avec cet amortisseur pour avoir une approche, allez, je vais employer le mot parce que je l'aime beaucoup en ce moment, c'est symbiotique. Donc symbiose, c'est un gros mot ça. On se développe en symbiose. Où en fait, on ne se développe pas au détriment des autres. Quand on se développe avec les autres. Et au passage, la nature a fonctionné comme ça. D'accord? Et dans bien des cas, ça continue de fonctionner comme ça. Et ce qu'on est en train de prendre conscience, c'est évidemment qu'on ne pourra pas continuer à se développer en dégradant l'écosystème. Mais c'est l'écosystème social, c'est l'écosystème environnemental, etc. C'est tout ça, l'écosystème. Donc voilà, on est là-dedans. Et du coup, il faut bien se dire que les réponses qui vont être engagées, parce que là maintenant, les gens vont sortir d'histoire des masques et compagnie, de la crise sanitaire, tout le monde va être préoccupé par relancer. Et qu'est-ce qui va se passer? On va dire, allez, on va relancer par la consommation. Et il y a ceux qui sont les keynésiens. Il y a ceux qui vont travailler sur plutôt l'offre. Vous voyez, il y a tout ça. Or, il va falloir trouver une vraie cohérence sur l'ensemble des actions. Il ne faut pas oublier que cette crise, elle est quand même assez dure quand vous regardez les chiffres. Le chômage, 4 à 5 fois plus que le choc de 2008. 60 à peu près 10 000 chômeurs, on est à 240 000. Si je prends l'épargne
on épargnait avant la crise entre 5 et 6 milliards. Aujourd'hui, c'est 20 milliards. Vous voyez, du coup, cet argent, évidemment, vous fermez les commerces, personne ne consomme. Qu'est-ce qu'on fait? Comme on a peur de l'avenir, on stocke. Malgré tout, il va falloir utiliser cet argent pour le faire circuler, mais le mettre au bon endroit. Et c'est ça et je pense que, on va me dire, oui, mais les gouvernements, si. En fait, c'est les citoyens qui vont essayer aussi, ils ont leur part de responsabilité dans cette organisation. Voilà ce que je pouvais dire. Je crois que j'ai un peu dépassé quand même. Tu es presque dans les temps, donc c'est Bon, super. Mais bon, voilà. Donc là, tu nous as brossé un tableau un peu général, très intéressant de comme bon, on a parlé de ce qu'il y avait avant. Hein. On a bien vu que tes schémas, ils commençaient en 2005-2010 à des courbes à s'écarter, mais on le voit encore plus aujourd'hui. Ce que je voudrais maintenant, c'est te proposer, puisque justement, il y avait déjà des constats qui étaient faits par un certain nombre d'acteurs, dont toi, et déjà des initiatives qui existaient sur les territoires. Donc, je voudrais te proposer, puisque tout le monde n'a pas attendu cette crise pour avoir cette intuition que le monde doit changer ou va changer, que tu puisses nous citer quelques initiatives qui changent déjà le visage du développement et surtout que tu nous montres un peu plus en quoi elles changent les choses. Alors peut-être si elles s'inscrivent dans cette économie symbiotique dont tu parlais. alors c'est vrai qu'il faut, dans tous les territoires, tout le monde a engagé des réflexions sur l'énergie. Tout le monde a engagé des réflexions sur l'économie de la fonctionnalité, les circuits courts, l'économie circulaire. C'est parti. Donc ça avance plus ou moins difficilement. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut encore une fois dire que les secteurs de l'économie productive et les secteurs de l'économie présentielle sont mal reliés. D'accord? Et on pourrait avoir beaucoup plus d'ampleur avec ça si on s'y prenait autrement. Je pense que les acteurs de l'économie sociale et solidaire ne travaillent pas assez avec tout le monde productif. De même, les environnementalistes sont entre eux et défendent des valeurs qui leur sont chères, mais entre eux. Et regardez ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes. C'est la preuve, si vous voulez, comment. Bien sûr qu'il faut augmenter l'essence, mais si on augmente l'essence, qu'est-ce que ça fait? Ça, on a un impact sur le social. Donc on voit bien, encore une fois, que tout ça est systémique et qu'on a vraiment besoin, personne à la vérité, personne n'a la vérité, la solution qui permet de résoudre tous les problèmes à un coup de baguette magique. Donc tout l'enjeu, ça va évidemment de connecter ces intelligences. Donc je reviens à cette question parce que du coup, quelles sont il y en a plein, mais j'en ai pris quelques-unes parce que pour moi, elles sont emblématiques. Et d'abord, je suis allé chercher grâce au livre d'Isabelle Delannoy sur l'économie symbiotique, je suis allé chercher du côté du monde capitaliste. Et donc les États-Unis, parce que c'est là-bas, tout pousse, même des Trump, même tout peut pousser, tout peut arriver dans ce pays, et y compris des choses très intéressantes concernant les actions. Et donc Portland, qui était une ville désindustrialisée à la fin des années 70, début des années 80, est devenue l'une des villes les plus vertes des États-Unis. Et donc, ils sont partis au départ, non pas sur l'économie pure et classique, l'industrie, mais ils sont partis sur les eaux, les eaux de ruissellement. Et au lieu de construire des égouts, ils ont mis des jardins de pluie. Et donc, petit à petit, ils ont construit des services à moins d'un quart d'heure. Les gens ont évité de prendre leur voiture. Il y a eu des parcs, on a pu se divertir. Petit à petit, les activités, c'est en fait un SimCity symbiotique. Voyez et ils ont fait 1 milliard d'économies de carburant, ils ont réduit les gaz à effet de serre, ils ont créé 15 000 emplois, etc. Donc, ils sont rentrés dans un cercle vertueux. Et on se dit, tiens, mais ce qui est possible de faire avec Portland, on pourrait très bien le faire. Et au Danemark, on a commencé à faire aussi ça avec des écosystèmes industriels. Et puis, je prendrai un exemple français quand même, parce qu'il y en a un ou deux qui est vraiment très intéressant. Mais je voudrais aussi parler de New York. New York, ces villes, ces mégapoles, qui vont avoir un problème hyper important de nourriture, d'eau, je ne parle même pas de la pollution. Donc, on a, sans parler de nos mégapoles qu'on n'a pas forcément à part Paris, si vous voulez, on a quand même des agglomérations aujourd'hui qui ont besoin d'eau, qui ont besoin de nourriture. Et il y en a plein qui lorgnent sur les ressources des espaces ruraux. Donc cet exemple entre New York et Catskill,
est très intéressant parce que, pareil, un peu à l'image Portland, ils se sont organisés pour dire, bon, ok, on le fait on respecte l'écosystème. Et donc, pareil, ils ont continué à développer. Et ce que montre d'ailleurs Isabelle Delannoy, c'est qu'à partir du moment où on rentre dans cette, on va dire, cercle vertueux, eh bien, il y a un développement qui peut être exponentiel. Et il y a des gens qui ont commencé à réfléchir sur la serre symbiotique, sur un tas de sujets. Et je vais vous parler du coup maintenant un autre exemple que j'aime beaucoup parce que je commence à les connaître. C'est un super, mais c'est les Bretons. Hein, les Bretons, de toute façon, là aussi, ils sont tenaces. C'est des entrepreneurs et en plus, ils ont des problèmes évidemment avec les transports. D'accord? Il ne faut pas oublier que la Bretagne, c'est quand même des autoroutes. Il n'y a pas forcément, c'est pas aussi bien irrigué, par exemple, que Rhône-Alpes. Et donc, la société H2X, qui est pilotée dirigée par Stéphane Paul, donc son fondateur, ils ont commencé à développer tout un projet autour de l'hydrogène, mais l'hydrogène vert. Ils ont connecté ça aux industriels de l'agroalimentaire, Altalis, Bigard. Et donc, pourquoi? Pour alimenter les déchets de l'hydrogène. De l'hydrogène, on est passe à la construction de la voiture à hydrogène. 2000 pièces au lieu d'une voiture de 40 000 pièces. C'est fabriqué en 2 jours. Après, on passe à la mobilité. Et qu'est-ce qu'on fait? Au lieu de faire un business model qui soit hyper capitalistique, on l'ouvre aux habitants, on l'ouvre aux acteurs des territoires. Et qu'est-ce qu'on construit? On construit une société de territoire. Et ça, c'est en train de se développer. Autour de ça, il y a des chercheurs. On pense à former des gens. Donc, vous voyez, on repart sur une autre mécanique. Et donc, Alors, ça, c'est en… Oui, vas-y. est-ce que c'est société de territoire sans S ou de territoire avec un S? Parce que Ben, tu nous c'est parles avec un aussi S. de liens et Voilà. d'échelle, Mais de par toute exemple. façon, que ça soit le territoire générique ou le territoire avec un S, c'est des liens. Et c'est exactement ça. Ce qu'il faut voir maintenant, c'est que la valeur est dans les liens qu'on a avec les individus, dans le lien qu'on a avec les territoires. Il n'y a pas un territoire qui peut se développer tout seul avec ses propres ressources. Il est obligé d'échanger, il est obligé de partager, il est obligé de mutualiser. Et évidemment que c'est compliqué parce qu'on est tous des individualistes et on apprend. Alors après, les gens, on n'est pas dans les cause ou les soft causes, ça n'a rien à voir. On est dans un autre modèle où on doit retrouver finalement un écosystème. Et là, il y a quelque chose qui va être très important, c'est que bien souvent, on doit enseigner aux développeurs un truc de base. C'est pas le projet qui compte, c'est l'écosystème. Un bon projet dans un mauvais écosystème va mourir, mais un mauvais dans un bon va se développer. Et là, on est dans un contexte où il va falloir combiner beaucoup de ressources très différentes. Vous voyez, c'est l'énergie, c'est du social, c'est de la pure économique, c'est du financier. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'évidemment, on nous a formés dans ce monde vertical, cloisonné en silos, et donc on a évidemment de la réflexion économique. Alors on fait un peu de social, parce qu'il faut en faire. Ou ceux qui font du social, ils sont obligés de faire un peu d'économie, ou un peu d'environnement. Mais ce n'est pas ça qui change la donne. Oui, c'est ça qu'il faut bouger. Ouais, parce qu'on travaille pas assez ensemble, ou du moins on fait pas assez. C'est un peu les ODD, ce que tu nous racontes là, de dire on avait des gens qui travaillaient par silo et on se dit qu'en fait il y a des connexions entre le fait que mon eau elle est pas potable et puis le fait que économiquement mon territoire va mal. C'est un Oui, peu ça. on voit que c'est d'autres modèles d'affaires. D'accord? C'est d'autres modèles d'affaires et des modèles d'affaires qui peuvent générer du cash aussi, qui génèrent de la valeur. Parce qu'il ne faut pas oublier que tout ça se fait parce qu'il y a des entrepreneurs, parce qu'il y a des investissements, parce qu'il y a des retours sur investissement. Mais le ROI, il ne faut plus le calculer tout à fait de la même façon, le retour sur investissement. Si vous impactez trop, vous dégradez trop votre écosystème, là, vous aurez des effets négatifs. Et donc là, il y a une question qui va se poser demain. Et j'attire votre attention à tous sur la manière dont on conduit aujourd'hui un certain nombre de réflexions sur l'environnement. Et ce qui est très bien, on est focalisé sur les impacts négatifs des activités humaines sur l'environnement. Et donc, évidemment, quand vous regardez ça, la seule conclusion, le seul scénario possible, c'est de réduire les impacts négatifs. Donc, toutes ces externalités négatives, eh bien, il va falloir les réduire. Oui, c'est vrai, mais il y a un autre scénario, c'est comment maximiser ces impacts positifs.
Donc, si vous développez ces boucles vertueuses, à ce moment-là, il faut accélérer la fabrication de ces boucles vertueuses et donc maximiser ces impacts positifs. C'est l'exemple de Portland, c'est l'exemple d'H2X, mais c'est l'exemple de plein d'autres. On prend souvent l'arboriculteur et puis l'apiculteur. Ils se créent mutuellement de la valeur sans qu'il y ait pourtant de l'échange de monnaie entre eux. Ouais. Donc, on voit ça. Et ça, les gens vont prendre conscience parce que bien se nourrir, être en bonne santé, on redécouvre que c'est important pour travailler. D'accord. Eh ben, tu viens de tenir encore une fois 10 minutes. Alors, j'en profite pour dire je reçois bien les questions qui me sont relayées depuis le chat, mais qu'on les prendra à la fin, après le dernier temps là qu'on va avoir ensemble. Donc, maintenant qu'on a un peu posé les problèmes, commencé à esquisser aussi des pistes de solutions, moi j'ai envie de parler des développeurs locaux, que ce soit des professionnels ou des personnes engagées au niveau local, dans les territoires. Ils ne sont pas tous outillés pour faire face justement à cette évolution de leur métier. Donc tu disais que dans les écoles, on nous apprenait de faire comme ça et que peut-être le changement n'a pas été aussi rapide. Et j'ai en tête là un document lecture, un document regard croisé qui avait été produit par Cap Rural qui montrait justement le malaise de certains développeurs par rapport à leur métier, par rapport à leur mission qui était remise en cause ou qui évoluait parfois trop vite. Et donc la question que j'ai envie de te poser, c'est qu'est-ce que les agents de développement local et territorial ils vont devoir changer et quelles questions ils vont devoir se poser pour pouvoir accompagner ces changements. Puisque là, on ne va pas donner des réponses, mais plutôt peut-être des questions et des pistes de réflexion que ces personnes devront avoir. D'accord. En fait, il y a une ligne par rapport à ce que j'ai dit, c'est-à-dire si les crises sont systémiques, les solutions sont systémiques. Donc, le développeur, au sens large, va être une sorte d'interface entre des problématiques techniques et des problématiques liées au changement de comportement, au changement cognitif, au changement organisationnel, ce qui n'est pas du tout le même niveau. D'accord ? Donc ça va vraiment être au cœur de son métier. Et deuxièmement, si on dit que l'écosystème est plus important que le projet, il va falloir que le développeur soit en capacité à relier ses ressources, à relier ses acteurs, être en capacité à fabriquer, en tout cas à être un artisan de la fabrication d'un langage commun. Parce qu'en réalité, quand vous êtes sur un territoire, et ça, il ne faut pas oublier, vous n'êtes pas dans une entreprise, bon, tout le monde l'aura su, mais dans une entreprise, vous avez un leader capitalistique. Sur un territoire, il n'y a pas de leader capitalistique. Chacun défend son bout de gras. Ils ne parlent pas la langue du territoire, ils parlent la langue de l'agriculteur, on parle la langue de l'industriel, on parle la langue de l'élu, etc., etc. Personne détient ce langage commun. Donc, c'est une fabrication collective. Donc là, il y a un gros enjeu de connexion, de relier. Et il y a plus de 10 ans, on avait fait un travail avec François Paye-Bien et pour Aradel sur, en gros, désormais, le développeur va se retrouver dans un système très ouvert, multi-acteurs, multi-échelles, et donc comment on agit à ces différents niveaux avec ces différents acteurs. Donc ça, c'est le cadre. Et je pense qu'il y a 3 points sur lesquels il va falloir faire attention, en tout cas progresser. Et on tous, ce n'est pas que les développeurs. Le premier, c'est la question de l'observation et de la compréhension des dynamiques de développement. Et j'allais dire, il faut le faire avec une vision beaucoup plus pragmatique qu'aujourd'hui. Rendez-vous compte, on a un diag social, un diag culturel, un diag éco, un diag machin. Vous multipliez en fait, ce n'est pas des diags, c'est des états des lieux. La différence que je fais, c'est qu'en réalité, on ne pose pas véritablement les enjeux. Et le développeur, lui, il doit être l'artisan de la manière dont on fabrique cette dialectique. La dialectique entre le lien qu'a le territoire avec l'évolution de son environnement. C'est de ce lien qu'on fabrique du sens. Donc les enjeux naissent de la confrontation entre des dynamiques internes et des dynamiques externes. Et que ça évolue, ça se construit chemin faisant et il faut l'enrichir. Et donc, il faut accompagner cette maïeutique. Vous voyez, c'est ça qui est intéressant. Et le développeur, c'est avant tout un maïeuticien.
il aide à fabriquer ses raisonnements, ses compréhensions. Mais avec quoi il le fait? Avec quelles données? Avec quelle information? Et on est obligé de matcher ou de mailler des informations dures avec des informations molles, si vous préférez du quantitatif avec du qualitatif. Or, je vois souvent aujourd'hui des gens qui font des diags, prennent des informations dures, qui oublient les informations molles, et je vois même des décideurs prendre des décisions sur des décisions dures sur des informations molles. Donc, vous voyez, il y a tout. Donc, il faudra amener à fabriquer cette connaissance et à partager cette connaissance. Et là, il faut arrêter de faire des diags dans tous les sens. Essayez d'en faire un seul. L'enjeu, pour les années à venir, pour les mois, j'y crois pas, vu que chacun défend son expertise, entre les économistes, les géographes, etc., les sociologues, vous voyez, tout le monde défend son petit truc. Et ce qui est en jeu, c'est d'être au service d'une compréhension de ces problématiques, de ces enjeux. Et c'est pour ça que la prospective, de ce point de vue-là, est intéressante. C'est qu'a priori, elle n'a pas comment dire, elle défend pas en particulier des disciplines. Elle défend des regards, une manière de regarder les choses. Et elle emprunte à ces différentes disciplines leurs outils qu'elle essaye de combiner d'une certaine façon pour faire des liens avec le passé, donc la rétrospective, et des liens avec le présent et le futur. Donc ça, c'est un premier sujet qui est vraiment important. Avec quelle connaissance, quelle information on fabrique ces connaissances et ces processus de transformation. Et on ne pourra pas le faire avec les mêmes infos qu'hier et avec la même durée. C'est-à-dire qu'on passe 80% de son temps à collecter des données, à analyser ces données. Ce n'est pas là que ça se joue. Ça se joue là, mais pas que là. Ça se joue dans ce que je vous ai dit un peu au début, dans la transformation, dans la prise de conscience que les éléments se jouent aussi de façon émotionnelle, avec le corps, par l'expérience. Et ça ne sert à rien de faire un diagnostic pour dire à la fin, il faut que les acteurs travaillent mieux ensemble. Il faut changer la gouvernance. Non, il faut le faire, il faut expérimenter pour que les gens testent. Vous voyez, c'est le Covid, on va comprendre un peu mieux ce que ça signifie une mondialisation débridée, des impacts sur les écosystèmes, etc. etc. Ouais, et toi, tu es un grand partisan de l'expérimentation sur le terrain. Je suis partisan d'une combinaison de savoirs actionnables, c'est-à-dire, en gros, d'un mix entre réflexion et action. Je suis une hybridation de ça, moi. Je ne suis pas un bon chercheur, je ne suis pas un bon entrepreneur et je ne suis pas un bon consultant. Franchement, quand je regarde les critères, mais par contre, les trois ensemble, ça fait quelque chose d'intéressant. Et ça fait quelque chose d'intéressant parce que je suis en permanence en relation entre la réflexion et l'action. Je me pose toujours qu'est-ce que ça fait et est-ce que c'est utile et j'ai construit mes recherches comme ça. Voyez, et donc, je suis allé m'informer à droite, à gauche, et voilà, j'ai essayé de modéliser ça. Donc, ça, c'est un premier sujet. Il y a un deuxième sujet qui est véritablement dans ce que je vous ai dit tout à l'heure, et qui est vraiment une des clés. C'est pas le projet qui compte, c'est l'écosystème. Donc, tous les gens, aujourd'hui, que j'accompagne, leur premier réflexe, c'est d'avoir une fiche projet. Donc, vous voyez, et en réalité, j'essaie de leur dire non, c'est pas ça qui compte. Partez d'une première idée, d'un projet en conception. Regardez si les acteurs ont une volonté d'avancer, d'aller ensemble dans une direction en particulier, et après accompagnez cette volonté, enrichissez cette volonté. Je vais vous prendre un exemple, parce que c'est plus parlant. Mais à chaque fois, c'est pareil. J'arrive sur un territoire, on me dit, bon, on voudrait faire un Fab Lab, mais bon, ça fait 3 ans qu'on n'y arrive pas. Alors pourquoi? Alors vous expliquez pourquoi. Vous voyez tout de suite que ceux qui portent ça, c'est la collectivité ou c'est un seul acteur et qui en fait attend d'avoir toutes les conditions réunies pour lancer ce projet. Et donc évidemment, comme il y a une raréfaction de fonds publics, il n'y a pas assez d'argent et on n'a pas ce problème. Ou alors on a un problème de local, ou on a un problème de machin, etc. Et là on dit aux acteurs, écoutez, vous embêtez pas, de quelles ressources on a besoin pour faire ce Fab Lab? Alors, on a besoin d'entreprises, on a besoin d'imprimantes 3D, on a besoin de gens pour former les utilisateurs de l'imprimante 3D, etc., etc. On a besoin de local, etc. Donc, on va les réunir. Et donc, oui, mais ça ne va pas marcher. Pourquoi ça ne va pas marcher? Donc, tout de suite, on est dans ce modèle-là. Et en fait, les gens se rendent compte qu'en mettant en un atelier d'1h30, 2 heures, en mettant les bonnes personnes autour de la table, et que si vous avez bien identifié en amont les ressources, vous enclenchez l'action tout de suite, parce que qu'est-ce qui se passe?
C'est moi, l'huissier dit, moi j'ai un local, c'est vrai ce que je raconte, hein. Moi j'ai un local, je vous le mets à disposition. Moi l'entreprise, j'ai des besoins par rapport à mes produits. Moi, proviseur du lycée, je peux vous mettre 2 personnes à disposition parce que on a une imprimante 3D, etc. L'animateur de la MJC, le directeur de la MJC dit, moi j'ai un animateur pendant 2 ans. Hop, hop, hop. Et tout le monde se dit, mais en fait, on a tout. Et quand vous allez sur les territoires, et encore mieux, je suis allé dans un territoire QPV, quartier politique de la ville, donc Mulhouse. Qui sont, pour ceux qui sont à l'étranger, qui sont les territoires en France, Les banlieues, ce qu'on met derrière les banlieues. Des banlieues, voilà, et prioritaires au vu de. Et tout le monde dit, évidemment, on a une image assez dégradée de ces espaces, et on dit, il n'y a pas de moyens. Donc, avec un logiciel que j'ai contribué à développer, on a fabriqué une carte de ressources. En gros, j'ai posé la question, est-ce qu'on a toutes les ressources pour régler les 4 enjeux qu'on avait identifiés, insertion, échec scolaire, entrepreneuriat et développement durable? Il y avait une centaine de personnes. Au bout d'une heure, ils ont fabriqué cette carte ressources. 68 ressources qui ont été identifiées. Et je leur ai posé la question, est-ce que vous estimez avoir toutes les ressources pour régler ces problèmes? Tout le monde m'a dit, tout le monde à l'unanimité, ils ont tous dit oui. Mais que le problème, c'était le dysfonctionnement de cet écosystème, l'absence de lien efficace entre les ressources, la compétition négative entre les acteurs. Donc, dans bien des endroits, ce n'est pas un problème de ressources. Bien sûr qu'il y a ici ou là des questions qui sont compliquées, mais on est en France et on dispose encore d'atouts tout à fait intéressants. Sachant déjà bien utiliser et construire et mieux faire fonctionner cet écosystème. Et ça, c'est le rôle du développeur. Et donc, le troisième point qui va être important, c'est pour moi, on ne pourra pas le faire si on n'a pas de nouveaux outils interopérables. Bon, mais là, je vais faire un peu de pub pour ma chapelle, mais c'est le fruit de mes recherches. Du coup, quand j'ai su ça il y a 10 ans, j'ai dit, mais il faut développer un nouvel outil qui permet de combiner gestion de données cartographiques, donc toutes les datas dont on va disposer, avec une gestion de projet agile. Combiner approche causale et approche effectuale. Je vais faire clair. L'approche causale, c'est la logique ingénieure arborescente qu'on connaît tous. Vous fabriquez tous vos programmes d'action avec des arbres. On part des enjeux, on va aux objectifs, des sous-objectifs et puis des actions. On a une 50aine d'actions au bout du compte qu'on mène jamais. D'accord? Mais par contre, ça fait sérieux de faire un truc pareil. En revanche, on pourrait s'y prendre autrement et se dire, au lieu d'aller chercher les ingrédients pour fabriquer une recette que je ne peux pas faire, je vais ouvrir le frigo et je vais partir des recettes qu'il y a sur mon territoire ou des ingrédients qu'il y a sur mon territoire. Et là, je combine ces ressources et je commence à partir de là. Voilà. Et donc, c'est ça qui est en jeu. Et on va avoir besoin d'outils interopérables parce qu'il n'y a pas d'organisation au sens classique du terme où on peut poser pour tout le monde une organisation. Et ce n'est pas la collectivité qui va le faire parce qu'elle ne défend pas, elle défend un certain intérêt général, mais elle ne défend pas des communs. Or, l'enjeu, et là on vient sur un truc qui va être très important, c'est la fabrication de ces communs. Et un des communs clés, c'est les data, c'est les données, c'est la connaissance. Dans cette économie de la connaissance, il faut que ces data soient pas la propriété de groupes particuliers, privés ou publics d'ailleurs, mais ça soit la propriété d'un collectif d'acteurs qui partagent un certain nombre de valeurs. Et ça, c'est un sujet qui est très compliqué ou pas très traité par les agents de développement qui, justement, souvent sur le numérique, ne sont pas toujours tous au même niveau. Et c'est pour ça que des organisations comme les vôtres, vous pouvez former à grande échelle tous ces acteurs parce qu'on va avoir besoin de cette expertise data. Donc, et de donner les fondamentaux pour utiliser et fabriquer les projets de demain avec ça. De pouvoir dire cet outil est mieux que celui-là, d'accord? Avec une vraie perspective, voilà. Et donc, l'enjeu, c'est d'arriver demain à forcément combiner ça. Pourquoi? Parce que derrière ces outils cartographiques, ils ont un avantage extraordinaire. C'est qu'ils permettent une accélération de langage commun. C'est-à-dire, en gros, à partir du mois, maintenant, quand je suis capable de dire, voilà, on représente les projets sur une carte. Et on peut dire que sur cette carte, est-ce que les projets sont bien placés?
Ils sont au bon endroit, là où il y a des problématiques. Comment les projets évoluent avec une méthode de gestion de projet agile? C'est-à-dire qu'on a des projets qui sont à l'état de conception et il faut qu'ils aillent vers une forme d'exécution avec un mode opératoire qui soit celui du projet. Et c'est un peu, je ne rentre pas dans les trucs techniques parce que là, c'est un poil technique. Mais disons, en gros, le développeur va gérer un panier de projets. Et son panier de projets, il n'est pas statique. En tout cas, s'il est statique, c'est qu'il ne sait pas bien le faire vivre. Donc la question pour lui, c'est comment il va faire vivre ce panier de projets, avec quel écosystème et comment il va rendre visible ça. Et s'il passe son 80% de son temps à faire du reporting, d'accord, à faire des tâches à faible valeur ajoutée, alors il a raté sa journée. Et s'il fait ça sur un mois, il a raté son mois. Et s'il fait ça sur une année, je ne vous en parle pas, il a raté son année. Donc, c'est identification des ressources, si je te suis. En tout cas, observation, mise en commun des données, des avis des uns et des autres pour voir comment on peut lier les ressources entre elles et les relier aux problèmes qu'on a. Et c'est ensuite là-dessus qu'on construit les projets. Exactement. Et pas partir. On est obligé, tout le monde parle de co-construction. Si vous arrivez avec un truc abouti, d'accord, ben les gens, ils font quoi? Et l'autre élément qui est très important, c'est que vous ne pourrez plus, je le dis à tous les développeurs là, qui, s'ils m'entendent, ils ne pourront plus construire un projet sans la maîtrise d'usage, d'accord, sans que l'utilisateur final soit impliqué dès la conception du projet. Et donc, on devra associer le mieux possible, maîtrise d'ouvrage, donc le commanditaire, le financeur, l'actionnaire, maîtrise d'œuvre, celui qui va faire avec la maîtrise d'usage, celui qui va bénéficier du projet. Et ça, c'est assez nouveau dans l'ingénierie de projet, si vous voulez, sauf dans quelques entreprises, notamment, c'est les entreprises du logiciel qui sont venues là-dessus, hein, parce qu'ils se sont rendus compte que les logiciels n'étaient pas utilisés. Donc, on s'est dit, on va intégrer les utilisateurs. Et on voit que ben, c'est pareil aujourd'hui. Plutôt que de faire une piscine et de décréter qu'on va faire une piscine à tel ou tel endroit, l'intérêt, c'est de se poser la question, est-ce qu'on a vraiment besoin d'une piscine? Si oui, à quel moment, etc. Donc, on rentre par les usages. Et là, évidemment, on ouvre la voie aux questions de design, à toute une question d'ergonomie qui va devenir aussi importante. Et donc, le développeur devra s'intéresser, bien entendu, c'est déjà le cas, à ces questions-là. Ok, merci Vincent. Donc, je rappelle le nom du petit outil là, que tu as présenté et dont tu te sers pour mettre en place ces changements. Donc, c'est Map in Action. Voilà, et je le remettrai sans doute dans le mail qu'on vous enverra après la conférence. Parfait. Alors, on arrive à notre temps de questions. Donc, j'ai déjà des choses qui sont remontées. On va les prendre peut-être pas dans l'ordre. Il y en a certaines qui sont synthétisées et vous pouvez continuer au fur et à mesure à reposer des questions. La première question que je vois là, qui a été posée, il me semble, par Marion, c'est de savoir si les modèles dont tu parles, les modèles non sectoriels, où on va plus croiser des expertises, est-ce qu'ils sont adaptables ou transposables pour les pays en voie de développement, qui ont souvent des projets, eux, qui sont très sectoriels, justement? Est-ce que c'est une question sur laquelle tu t'es posé et est-ce que tu peux nous donner tes éléments de réponse? Quand on parle des modèles, on parle des exemples que j'ai donnés tout à l'heure, c'est ça? Alors, tu as parlé, oui, tu as donné par exemple des exemples qui les ont illustrés sur Portland Voilà. ou d'autres. Bon. En fait, ce qui est assez intéressant, c'est pour ça que je dis l'époque du futur existe déjà. D'accord? C'est les Portland, c'est les H2X, c'est les serres symbiotiques, c'est les fermes de permaculture, etc. Ça existe. Et en gros, on a les briques. C'est comme si on avait un jeu de construction avec des briques sans forcément avoir le mode opératoire. Il y a un mode opératoire. Plus exactement, il y a une manière d'assembler les briques. Et ça, c'est Isabelle Delannoy qui a essayé de modéliser ça. Et il y a 6 principes pour l'assemblage de ces briques. C'est que d'abord, ça repose sur une collaboration libre et directe entre les différentes entités. Deuxièmement, c'est qu'il faut, pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait une diversité d'acteurs et de ressources. Encore une fois,
la consanguinité dans ces modèles ne fonctionne pas et que les différents acteurs respectent l'intégrité de chacun. Il faut qu'il y ait des territoires matériels et immatériels, de flux communs. On voit bien qu'on ne peut pas simplement être sur du hard, sur des routes de la voirie. Je rappelle encore que malgré, on va manquer d'argent public, mais j'ai fait une proposition, je ne suis pas sûr qu'elle soit retenue, c'est qu'au lieu de mettre, qu'on répartisse le budget des collectivités, surtout quand ça dépasse 60% pour la voirie et qu'on le consacre à autre chose. Il y a l'utilisation prioritaire des services rendus par les écosystèmes. C'est les externalités positives dont je parlais tout à l'heure. C'est la recherche aussi de l'efficience maximale sur l'utilisation des ressources. On voit bien que certains territoires, s'ils ne font pas attention demain, par exemple, mais Annecy a déjà engagé un peu les choses, l'énergie risque de plomber, si vous voulez, la dynamique de développement des territoires. Et enfin, c'est la recherche de l'inscription des activités humaines dans les grands cycles de la planète. Donc, en gros, il y a des choses qui existent et qui peuvent être modélisées. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu. Et on voit bien que ça se retrouve aussi bien dans les écosystèmes sociaux, humains, etc. Oui, d'accord. En tout cas, d'après ce que tu nous dis, ce système peut exister dans être modélisé en tout cas partout, et ensuite il va s'adapter selon l'existence ou non de ces c'est pour ça qu'avec Isabelle Delannoy, Philippe Durance, Éric Lanté, Philippe Durance, c'est le patron de la chaire de prospective du CNAM, on a depuis le mois de janvier, on travaille sur un projet de chaire d'économie symbiotique. C'est-à-dire, en gros, tout ça maintenant, il faut fabriquer un commun qui soit accessible à tout le monde pour pouvoir dupliquer, combiner les choses comme un jeu de construction, en gros. D'accord? Et ça, c'est un patrimoine commun. Et donc, quoi de mieux qu'une chaire partenariale pour faire ça? C'est tout à fait. Et là, voilà, l'enjeu, c'est ça. D'accord. Maintenant, c'est la duplication parce que ça existe. Mais ça va aller vite. Hein. Vous allez voir que alors, n'oublions pas quand même, et ça, c'est un point important, c'est qu'on est encore entre deux mondes. C'est-à-dire, les banques centrales ont remis 18 000 milliards, je crois, en circulation que vont utiliser les banques privées. Et c'est pour ça que les bourses ne décrochent pas trop, parce qu'elles se rendent compte que le monde capitaliste est protégé. D'accord ? Donc, on lance des liquidités sans vraiment se dire comment on va les utiliser. Ou en tout cas, on va les utiliser pour sauver le monde capitaliste. D'accord ? C'est en gros, pardon, pas le monde capitaliste, le monde extractif. Celui qui vit dans un monde et qui puise des ressources sans trop se poser la question de la façon de régénérer ces ressources. Mais il y a beaucoup d'investisseurs, il y a beaucoup de financiers, il y a beaucoup de capitalistes qui pensent autrement, qui sont prêts à aider ces projets, à investir justement parce qu'ils sont confrontés. Et au lieu de se dire on va subir de plus en plus de crises économiques, sociales, environnementales, et que comment on va réparer ça, le coût de réparation va être beaucoup plus important que le coût de transformation. Vous voyez, on est là. Et c'est ça qui va être très intéressant. Et ça m'amène du coup à la question suivante, justement, qui concerne l'accompagnement du changement. Et donc, c'est Georges qui nous demande pour ce changement, pour la construction de liens entre les acteurs, comment tu envisages la conduite du changement, comment ça va se produire? En fait, ça se produit d'abord parce qu'il y a un changement de représentation. Parce qu'on prend conscience que la grille d'analyse, la grille de valeur, je vais prendre un exemple, c'est toujours mieux avec un exemple. Vous voyez, on est en Auvergne, en Rhône-Alpes-Auvergne, mais à l'époque, l'Ardèche méridionale, qui se trouve au sud de l'Ardèche, considérait que c'était le territoire le plus pauvre de Rhône-Alpes. Pourquoi? Parce qu'il regardait les chiffres stock. C'est-à-dire, au fond, il disait, on a beaucoup de chômeurs par rapport au nombre d'habitants, on a beaucoup de RSI, de RSA, etc. Beaucoup de gens en difficulté par rapport à nos habitants. Donc, puissance publique, vous devez nous aider beaucoup plus que les autres. Ça, c'était avec les stocks. Et ils ajoutaient, et en plus, on n'a pas de gare. Donc, il faut nous aider. Et si vous regardez ce territoire avec la paire de lunettes flux, vous apercevez qu'il capte 6 000 € de plus par an et par habitant.
et qu'il leur faut 2 fois plus d'argent pour générer un emploi présentiel, c'est-à-dire un emploi qui est destiné à satisfaire les besoins des populations locales. Donc, ce n'est pas un problème de mondialisation à la base, ce n'est pas un problème d'aide, ou etc. C'est un problème de modèle de développement. Et donc, le fait de dire ça oblige les acteurs à faire un pas de côté et à s'interroger déjà. Donc, tout par de là. L'exemple de Bourse-Villers, c'est la même chose. C'est comment ces acteurs, s'il vous faut 10 ans pour le faire, c'est trop compliqué. Maintenant, il faut accélérer. Il faut trouver des outils qui permettent d'accélérer ces apprentissages. Donc, à partir du moment où vous avez déclenché ce regard un peu différent, qui n'est pas forcément en contradiction avec ce qu'ils connaissent, parce qu'il faut relier encore ce qu'ils savent avec ce qu'ils ne savent pas. Je prends un exemple que j'aime bien, c'est la carpe de la Dombe. Vous voyez, personne s'imaginait qu'on pouvait à cette époque faire, dans le projet qu'ils ont lancé, avec la peau de carpe, on pouvait faire des sacs à main, etc., etc. Mais pourquoi? Parce que les gens n'ont pas l'information et ils ne se projettent pas dans cette direction. Donc, plus vous aurez de gens qui vont se projeter, on va dire, dans cette économie régénérative, avec des POC, donc des livrables, des trucs concrets, pas des trucs fumeux, pas des concepts d'universitaires ou de concepts je ne sais pas quoi, mais des trucs qui fonctionnent avec réel, voilà. Et c'est le cas, hein, aujourd'hui, c'est le cas. Alors, vous pourrez embarquer ces gens-là. Après, vous allez rentrer dans un processus que j'ai appelé tout à l'heure de dialectique. Parce qu'on est en questionnement, en co-construction. Et une fois que vous avez partagé cette lecture des enjeux, en gros des problématiques clés qui vont impacter le développement du territoire ou de l'entreprise ou de n'importe quoi, vous avez commencé à définir ce qu'était le sens, direction et finalité. Donc, vous savez par où il faut passer, où il faut aller. Par contre, ce que vous ne savez pas, c'est comment. Et donc là, vous allez avoir besoin de fabriquer un cadre commun d'action. Ce cadre commun, c'est comment vous allez mutualiser les ressources. D'accord? Et tout type de ressources. Et là, on ne peut pas le faire simplement de façon théorique. Il faut que les gens voient concrètement ce qu'ils vont apporter, ce qu'ils vont retirer, etc. Et ça se fait justement dans l'expérimentation. Et puis quand vous avez passé ce cap-là, vous allez vous retrouver dans un truc, vous allez devoir piloter votre projet. Il va vous falloir une feuille de route, d'accord? Et cette feuille de route, elle va pas être, c'est pas de la planif, entre guillemets. C'est pas, on fabrique un objet qui vole. J'exagère. Je vais expliquer. D'un côté, il y a un avion. Quand vous savez ce qu'on doit fabriquer, un avion, on sait tous comment le fabriquer. 250, 500 places, etc. Et vous faites un rétro-planning. C'est tout ce qu'on fait aujourd'hui sur la planification. On dit voilà, on veut être là, donc qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver jusque-là? Étape 1, étape 2, mais ça signifie qu'on maîtrise l'ensemble des paramètres. Ouais. Or, on rentre dans un système où on ne maîtrise pas l'ensemble des paramètres. Il faut construire les choses chemin faisant. Le sens est au cœur de la fabrication du projet. Il ne faut jamais l'oublier. Et donc, vous avez besoin de livrables pour avancer. Les enjeux, le cadre d'action et la feuille de route. Et ça, à partir du moment où vous pouvez piloter une feuille de route, c'est que derrière, vous avez mis en place la bonne gouvernance. Vous avez, pour les maîtres d'ouvrage, maîtres d'œuvre, maîtrise d'usage. Et tout ça, ça s'est fabriqué chemin faisant. Mais encore une fois, c'est pas super compliqué. C'est pas non plus très facile. Mais tout est là, tout est à notre portée. C'est ça que je veux dire. Oui. On peut tous le faire. On comprend bien que du coup, le rôle qui peut être celui d'un agent de développement, c'est d'accompagner cette prise de conscience et de réfléchir à comment, chemin faisant, on peut faire avancer les choses. Alors, une autre question de Emmanuel de Urba Lyon, il me semble, sur ce que tu montrais au départ sur le découplage entre le PIB, revenu par habitant sur les territoires, il me semble. En fait, il a deux questionnements. C'est d'abord, puisque tu parles, toi, des ressources déjà présentes sur le territoire, est-ce qu'il faut relocaliser des ressources, en ramener sur le territoire? Et à l'inverse, quid de la redistribution de richesse? Parce qu'on voit bien que les territoires ne sont pas tous égaux. Mais c'est une très, très bonne question. Relocalisation des ressources, forcément que ce qui est arrivé là va entraîner cette relocalisation de ressources. Parce qu'on va peu à peu intégrer des coûts qu'on n'intégrait pas jusqu'à maintenant. Et on voit aujourd'hui, il y a certaines données qui montrent que la fabrication en Pologne, pour certains produits, équivaut à ce qui se passe en Chine. D'accord? Mais la Chine a un tel réservoir de main-d'œuvre comme l'Inde
qu'on aura toujours des tensions qui vont se jouer. Mais sur un certain nombre de produits stratégiques, là, on prend conscience que d'être dépendant de gens, de pays extérieurs à l'Europe, à la France, etc., on perd notre souveraineté. Et que, du coup, déjà, ça, le déclic, il est là. Mais il y a un autre déclic qui, pour moi, est très important. C'est que le travail qu'on a fait avec Olivier Portier depuis 2008 montre un truc très intéressant. Et Magali Télandier a fait ce même genre de choses, en tout cas de travaux, où on voit bien que, d'une certaine façon, les secteurs mixtes, ceux qui combinent, on va dire ça comme ça, économie productive exportatrice, économie présentielle, d'accord, donc attachés, on va dire, aux besoins pour satisfaire les besoins des populations locales. Quand on a des activités qui jouent sur les deux marchés, les deux tableaux, eh bien c'est là où on a créé le plus d'emplois. Donc, en gros, en combinant mieux ces leviers, on renforce la robustesse des modèles. Mais maintenant, pour répondre à la... Donc, du coup, oui, relocaliser, mais quoi? Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est aussi dans une économie d'échange. Si c'est pour se relocaliser et tout mettre dans la métropole lyonnaise, Et je ne tout vois garder pas pour soi. l'intérêt. Voilà, d'accord? Donc, comment on réfléchit à cette répartition des richesses? Mais cette question va se poser. Les modèles de demain, je peux vous dire, ceux qui vont marcher de façon très simple, hein, et c'est basique, c'est les territoires qui vont s'en sortir, c'est ceux qui vont créer de la valeur ajoutée et qui vont échanger cette valeur ajoutée. C'est des territoires qui vont capter des richesses. C'est des territoires qui vont faire circuler ces richesses dans les territoires, dans leur territoire, mais avec une gestion raisonnée des ressources. D'accord? Toute cette combinaison-là, il faut la réussir, la fabriquer. Et en fait, encore une fois, on a tout. Juste de l'intelligence, de la congruence et un peu plus de pragmatisme. Et abandonner les trucs qui ne marchent pas. Mhm. C'est plus facile à dire qu'à faire, mais ça paraît pourtant évident. Ben, en fait, il y en a qui le font. Donc, il faut aller voir. Moi, quand j'étais mon premier job, j'organisais des itinéraires dans toute l'Europe sur les expériences avec un programme européen. Et en fait, je me suis rendu compte que pour faire changer les gens, il fallait trouver des endroits, comme on me disait, plus couillons, plus en difficulté, pour leur montrer que des gens en difficulté, dans des conditions beaucoup moins intéressantes, arrivaient à trouver des solutions beaucoup plus pertinentes et performantes et du coup, ils s'obligeaient à se réinterroger sur la façon dont ils pensaient, la façon dont ils utilisaient les ressources. Et on n'a pas tellement changé, en fait. On apprend aussi avec l'expérience. Et par exemple, Sidel pourrait fabriquer cette banque de territoires, de projets qui visualisent, matérialisent cette transformation. L'époque, voilà, les preuves du concept, ils sont là. Après, il faut les classer, selon vos problématiques. Et il nous faut aller chercher des actions inspirantes et opérantes. Eh bien, en parlant d'actions inspirantes et opérantes, une question qui est dans un registre un petit peu différent, c'est une question de Denis. Est-ce que tu as un retour d'expérience court, simple, sur un exemple d'autogouvernance? Et alors lui, il parle d'un projet agroécologique, donc là, on devient sur quelque chose de très précis, mais est-ce que justement sur les questions de gouvernance, tu as vu des choses se créer? Alors, il y a des exemples, mais à petite échelle. La question, est-ce que ça marche à grande échelle? D'accord? On va dire, je vais prendre, parce qu'on est en pleine élection, est-ce que l'autogouvernance, l'autofonctionnement marcherait dans la métropole lyonnaise avec les combats des chefs qu'il y a? Mais il ne faut pas oublier que, et c'est là où il faut trouver, tout est affaire de curseur. Pour que la démocratie fonctionne, il faut qu'il y ait des idées différentes. Il faut qu'il y ait des gens qui s'investissent, qui croient que leur projet est le meilleur. Parce que on a besoin de cette énergie créatrice. En revanche, le danger, et c'est ça que permet la démocratie, c'est que le citoyen peut choisir à peu près librement entre les différents projets.
à condition qu'il soit suffisamment formé, à condition qu'il ait pris un peu de la distance. Il faudra voir. Peut-être que l'impact du Covid va rebattre la carte électorale. Peut-être. D'accord? J'en sais rien. Mais à mon avis, ça ne sera pas sans impact. Donc, du coup, il faut. Et je me rappelle toujours, enfin, moi, j'ai en tête ça, qui est pour moi important, ce que disait Mitterrand à Joxe. Mitterrand, bon, tout le monde connaît le président de la République, et Joxe était son ministre de l'Intérieur. Il voulait supprimer les communes. Et Mitterrand lui disait, vous voulez supprimer la démocratie, monsieur Joxe? Alors il dit non, pourquoi? Ben parce qu'il y a 500 000 personnes qui ont le pouvoir et il y a 500 000 autres qui veulent le prendre. Ça fait 1 million de personnes pour faire tourner la démocratie. Pour faire tourner cette démocratie, on a besoin de citoyens, on a besoin de personnes engagées, de droite, de gauche, du centre, des Verts, des PAM, etc. Donc, c'est ce débat public, il est important. Par contre, ce qui est aussi important, c'est dans quelles conditions se fabrique ce débat public. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, là où ça pose question, c'est avec tout ce qu'il y a sur les fake news. Comment on a une information fiable, ou en tout cas le citoyen peut dire ça c'est robuste. D'accord? Et on est tous un peu, pas inquiets, il ne faut pas exagérer, mais on se pose beaucoup de questions sur la manière dont on utilise cette connaissance, ces informations. Et pourquoi? Parce qu'on rentre dans quelque chose où il y a beaucoup plus de sources, il y a beaucoup plus d'intervenants et il y a beaucoup plus de gens qui vont défendre leurs idées. Donc, on va avoir besoin demain d'endroits pour prendre du recul là-dessus. Et je trouve que les territoires sont des endroits où on peut réfléchir de façon, entre guillemets, non partisane, je mets ça entre guillemets, mais surtout si on doit fabriquer des communs, on va réfléchir probablement d'une autre façon. Et donc, à l'autogouvernance, tu dis non si ça fait tourner en circuit fermé, si je comprends bien. Ben, oui, parce que je ne vois pas un monde, on s'est développé grâce aux échanges. D'accord? On a besoin des autres. Ou alors on décide de tous vivre dans des monastères et on cultive notre jardin. Ouais. Moi, pourquoi pas? C'est un peu un modèle de société, mais moi, en tout cas, c'est pas de ça dont j'ai envie. J'ai envie de rencontrer des gens, j'ai envie d'échanger des idées, d'échanger des projets, voilà, et avec des gens différents. Et c'est ça qui est intéressant. Et on s'enrichit de ça. Voilà, donc dans un cadre de diversité, c'est différent. Alors, ça va rejoindre un peu ce que tu es en train d'évoquer. On a Sarah qui nous posait une question donc sur l'émergence des communs. Donc, tu as parlé des communs tout à l'heure. Si on a l'émergence de communs, ou en tout cas qu'on les visualise, qu'on arrive à les produire ensemble, alors elle le dit, émis par des acteurs locaux, comment on fait naître une communauté d'acteurs qui sont prêts à collaborer et à s'investir sur des projets collectifs? Donc, c'est au cœur de ta pratique, je pense. Oui, mais bien sûr. Mais c'est de la question tout à l'heure qui était posée aussi. Ça rejoint un peu toutes les questions et le conduit du changement, etc. Si vous partez des usages, vous avez beaucoup plus de chances, ou des besoins, vous avez beaucoup plus de chances de fabriquer des communs. Si vous partez d'une vision de quelques acteurs qui veulent imposer leur projet à d'autres, vous aurez beaucoup plus de difficultés à fabriquer ça. D'accord? Et donc, on voit bien que là, il y a une interaction à trouver entre une impulsion qui peut venir par le haut, parce qu'il ne faut pas écarter ça, mais avec aussi comment on fait aspirer ça. Il y a plein de... Ce que fait GPSO, Grand Paris Seine-et-Oise, ils ont fait un hackathon très intéressant pour faire émerger tous ces besoins autour des circuits courts, pour localiser, voir où sont les acteurs, avoir de nouvelles idées. On voit bien que cette aspiration-là, elle existe. En plus, il y a plein d'initiatives. Je le redis, ce n'est pas un manque d'initiatives, c'est un manque de coordination de ces initiatives. Donc, partez faites émerger ça rapidement, trouvez la manière de rendre ça congruent, et là, vous allez vous retrouver devant un impact, enfin, en tout cas, un obstacle difficile, c'est quel langage commun. D'accord? Et là, il y a des techniques pour faire travailler les gens, pour qu'ils assemblent leur projet et qu'ils repèrent dans chaque projet l'élément qu'ils peuvent partager, l'élément commun. Et la plupart du temps, vous verrez, ils auront besoin
de se chauffer, de se déplacer, de produire, donc ils auront besoin d'énergie. D'accord? Donc il y aura besoin de commun autour de l'énergie. Ils auront besoin. Vous voyez, j'ai des exemples où il y a une entreprise dans un des territoires de l'Est de la France, une grosse entreprise, qui veut passer au 2.8. Mais si elle passe au 2.8, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, elle va avoir un impact sur ses salariés et sur la manière dont ils vont s'occuper de leurs enfants. Parce que si autour, il n'y a pas de service public, de crèche ou de service privé pour les enfants, ou de service hybride public-privé, du coup, ce commun-là n'existe pas. Et donc, ça sera un frein pour le développement de l'entreprise. Donc, l'entreprise a intérêt à développer ces communs. Mais par contre, ce que je vois la plupart du temps, c'est que les acteurs avancent avec, comment dire, la bonne idée, il y a la bonne idée, mais le process n'est pas bon. C'est que la manière de vendre, entre guillemets, cette idée va devenir contre-productive parce que tout de suite, vous allez enclencher plus de résistance que de, comment dire, de levier. Et franchement, quand on est développeur, il faut faire des stages dans des dojos, apprendre le judo et se servir de la force de ses adversaires, entre guillemets. Et donc, il ne faut pas susciter d'énergie négative. Il faut encourager les énergies positives. Ce qui doit être facile quand on aime l'écologie. Oui. Merci, merci Vincent. J'espère que tu as un verre d'eau. Je t'en ai Non, pas proposé. j'ai pas pensé. Je t'en ai pas proposé en début de séquence. Ouais. On a encore quelques questions à venir. On va essayer de ne pas dépasser les temps qu'on s'était donné au départ. Alors, une question de Gilles qui demande pour toi, Vincent, si tu identifies quels sont les atouts des villes petites et moyennes, notamment en lien, et il a mis lien en majuscule, avec les métropoles, donc dans les trajectoires que doivent prendre les territoires. C'est Gilles Périou qui pose ça comme question? C'est possible, j'ai que le prénom. Pas, parce que c'est du genre. En fait, c'est ça qu'il faut bien réfléchir. Les interdépendances et les complémentarités. Qu'est-ce que vont avoir les petits territoires par rapport aux gros? Ils vont avoir du foncier, donc de l'espace. Ils vont avoir de la ressource eau, alors pas tous, mais on va dire, de l'espace pour se divertir, parce que c'est important, et derrière, évidemment, pour se nourrir, etc. Donc, ils ont des clés pour négocier intelligemment avec ces acteurs. Et qu'est-ce que vont faire les gros, pour ne pas dire comme ça? L'objectif pour eux, c'est de mettre la main sur ces ressources, et si possible, à moindre coût. Et d'éviter de faire, en gros, cette captation qui serait mal utilisée et mal pensée, parce qu'on serait dans une logique, en gros, extractive et pas régénérative. Et là, je dis, il faut s'inspirer de ce qu'a fait New York avec les territoires du Delaware. Donc, c'est comment on va négocier avec ces territoires. Sur quoi on doit négocier? Eh bien, on doit négocier sur ce qu'il nous manque et sur ses complémentarités. Mais là où c'est compliqué, c'est qu'on reste encore enfermé, les territoires, et je parle pour les élus, les techniciens, dans leur espace géo-administratif, parce qu'ils sont légitimes. D'accord? Ils sont légitimes pour faire ça. Or, quand vous regardez les flux d'énergie, l'eau, vous prenez tout ça, ça circule. Donc, l'enjeu, bien sûr qu'il faut respecter cet espace géo-administratif, mais il faut peut-être, comme des agences d'urbain ou comme des acteurs, peut-être comme les vôtres, qui facilitent l'interfaçage entre les ressources. Et c'est avant tout, ce n'est pas un problème technique, c'est un problème de langage et un problème cognitif. Oui, d'accord. Et c'est pareil pour les tiers-lieux. Hein. Les tiers-lieux, c'est du même acabit. Tu peux rappeler ce que sont les tiers-lieux, parce que je ne suis pas sûr que tout le monde soit au même niveau là-dessus. En fait, c'est des endroits où, grosso modo, on va louer des espaces de travail.
D'accord? Et j'ai plein de petites anecdotes très intéressantes des chefs d'entreprise qui ne voulaient pas se séparer de leurs salariés, mais qui ne voulaient pas utiliser le tiers-lieu. Et le salarié faisait 1 heure et demie de transport tous les jours. Et c'est de Rodez à Villefranche, par exemple. Voilà. Et il a été obligé de lâcher prise pour une simple et bonne raison, c'est que le salarié allait partir et il en avait vraiment besoin. C'était une compétence clé. Et c'était déjà assez difficile d'attirer ses compétences sur la ville de Rodez. Alors en plus, il le laissait partir, il allait perdre du temps. Donc il a accepté. Et qu'est-ce qu'il s'est rendu compte? Il s'est rendu compte d'un truc, c'est que le gars avait augmenté sa productivité de 30%. Il avait réduit son impact sur le CO2. Donc, ça, et le chef d'entreprise a repensé son management. Parce que, vous voyez, tout est en chaîne. Là. C'est qu'il ne voulait pas le faire parce qu'il voulait sa réunion du lundi. Il voulait donc, et on voit bien que là, on se retrouve dans ces espaces mutualisés dans lesquels on va avoir tout un tas de ressources et tiers-lieux où on va pouvoir non seulement produire, non seulement partager, échanger avec des gens dont on ne partagerait pas parce qu'ils ne font pas partie du même cercle professionnel que nous. Et ça, plutôt que de les mettre sur des endroits, sur sa zone, il faut les mettre dans des endroits où il y a un nœud de communication, parce que ça permet de limiter les flux, et du coup, c'est souvent à l'interface de territoire, et ça doit être financé par tel ou tel. Et on voit bien ce qu'il y a derrière, c'est que si vous avez la structure sur votre territoire, c'est vous qui allez percevoir de la taxe, etc., etc. Donc on voit que le modèle a été inventé dans le monde stock, pas dans le monde flux. Ce qui rend les choses plus Mais difficiles. si les acteurs sont intelligents, ils peuvent dépasser cette contrainte. On peut aller au-delà. Et en plus, il y a des fiscalement, on peut s'arranger entre guillemets. Il paraît qu'on peut reverser. Il y a faire des actions de reversion. Bon, bref, de on sortir peut des trouver cadres. des espaces de négociation. Mais c'est vrai que le cadre s'y prête pas toujours. Alors, on va prendre encore 2 ou 3 questions. Je suis désolé, on ne pourra pas prendre toutes les questions. J'essaie de synthétiser aussi et puis de ne pas revenir toujours sur les mêmes choses. Il y en a plusieurs qui concernent, donc Doudou notamment, qui nous indiquait il observait que le débat public était souvent très exclusif entre experts et quid des autres. Et puis, ça rejoint aussi une question, donc c'est comment amener les non-développeurs, donc les non-initiés, dans le monde du développement, puisque tu parles de l'expertise d'usage, tu parles d'intégrer le plus de diversité possible. Comment on intéresse ces personnes et comment on fait en sorte que on ne soit pas que entre experts quand on parle de développement d'un territoire. Alors, évidemment, la première des choses, c'est d'être capable de parler à tout le monde. C'est que si vous voulez que les gens viennent dans vos réunions, il faut qu'ils sentent qu'ils vont apporter quelque chose ou qu'ils vont apprendre quelque chose. Donc, et ça aussi, je pense que malheureusement, on est encore dans ce modèle-là, ne serait-ce que on est dans quelque chose apprenant, sachant, même si j'essaye ou sachant, apprenant, même si j'essaye de casser ça et d'avoir cette discussion beaucoup plus ouverte. On est encore, si vous voulez, dans ce modèle français, l'expertise, le sachant, l'universitaire, le développeur technique qui vient expliquer comment ça fonctionne. Et puis les autres, ils écoutent. Bon, ça, faut le changer un petit peu. Vous voyez, c'est ce genre de truc. Et donc montrer, et quand on fait venir des gens, il faut qu'on sache un peu quelle valeur ajoutée ils vont apporter au projet. Donc, et on voit bien que plus vous préparez ces réunions, plus vous sentez, vous voyez, vous avez cerné la valeur ajoutée que peut apporter chaque acteur, mais après, ça va tout seul. Vous faites votre réunion, moi je peux apporter ça, je sais ça, voilà comment ça peut se combiner à ça. Et vous n'avez qu'à accompagner ça. Par contre, il y a un peu de préparation en amont et aider à ce que le langage commun se fabrique, parce que chacun intervient, encore une fois, avec sa lunette, avec sa langue, avec ses mots. Et il faut utiliser les mots de tout le monde, les mots qui appartiennent au commun, donc langage commun. Et ça, c'est ça qu'on apprend en fait. Le développement, c'est fabriquer une nouvelle langue, en réalité, si on pousse les traits. Oui, mais pas de la novlangue, pour que tout le monde puisse comprendre. Il y a une petite remarque, question qui
se greffe à ça, donc quelqu'un qui demande le rôle de l'éducation populaire et donc justement de prêter attention Mais c'est clair. aux personnes. Ah Et, ben, il faut prendre l'exemple de l'éducation populaire, mais à eux de s'interroger, je ne sais pas s'ils font partie de ce monde-là, à eux de s'interroger pourquoi on a réussi à accompagner la transformation des agriculteurs qui n'étaient pas allés à l'école, qui sont passés du bœuf au tracteur à l'informatique, d'accord, comme ça, et grâce à l'éducation populaire, que ça soit la JOC ou la JAC. Aujourd'hui, il y a bien un truc à développer dans les banlieues. C'est dans ces territoires où on pourrait retrouver un peu de sens par rapport à ces questions. Et voilà, mais on peut se poser. On n'a jamais eu autant besoin de l'éducation populaire qu'aujourd'hui. Et je me dis, ils sont où? est-ce que Vous tu voyez, pour pas utilises faire de… certains de leurs outils? C'était Pardon? la question qui se greffait à ça, c'est est-ce que dans tes méthodes d'animation, toi, tu mobilises des choses développées en éducation populaire? Ben, moi, j'ai commencé à travailler dans ce milieu de l'éducation populaire. Donc voilà, je me suis inspiré de ça. Et j'ai été formé, et je peux même dire, j'en suis parti parce qu'ils ne voulaient pas travailler avec les entreprises. Je vais le dire cash. Et je dis, et moi, c'était antinomique pour moi. C'est pas ça l'éducation populaire. Et donc voilà. Et je pense que ça, on en a besoin. On a besoin. C'est pas pour rien que les universités rurales, toutes ces universités, et on a des formidables outils aujourd'hui qu'on n'avait pas il y a 20 ans ou il y a 30 ans. On peut faire des trucs super, mailler les savoirs, ouvrir, faire. Vous vous rendez compte la chance qu'on a de vivre à cette époque, c'est extraordinaire. Mais on voit bien que sur la question de l'éducation populaire, c'est pas un problème de marché, c'est un problème de modèle. Oui, tout à fait. Et donc, j'espère que la personne qui a posé la question s'est reconnue. Dernière question peut-être, et puis après on va conclure, hein, puisqu'il est 17h22. On a une source inépuisable de questions. On a encore un peu plus d'une centaine de personnes avec nous, donc on peut continuer longtemps et ça serait sûrement intéressant. Alors, dernière question, je vais prendre la question de VNL, je ne sais pas exactement comment ça se prononce, qui disait que tu avais évoqué la poursuite des échanges internationaux, mais avec un autre modèle, qu'il fallait changer de modèle, mais tout en continuant ces échanges. Lui souligne qu'il n'en demeure pas moins qu'il y a une nécessité à revenir sur la mondialisation à outrance, de relocaliser, d'encourager des circuits courts. Bien sûr. Et est-ce que tu peux nous donner une précision par rapport à ça et Mais par rapport à comment tu envisages les échanges internationaux? j'ai pas dit qu'il fallait. Moi, en fait, ce que j'essaye d'expliquer, c'est que si c'est pour revenir, relocaliser tout, c'est impossible. Et j'attire quand même votre attention. C'est qu'une partie des productions font vivre des pays en développement. D'accord? Donc, si on veut rapatrier ces productions, ça va poser des problèmes dans ces pays. Donc, il faut le faire avec quand même un peu de réflexion. En revanche, encore une fois, on voit bien un trafic aérien qui fait que croître et qui impacte considérablement l'environnement, ben, ça pose problème. Produire des pièces en Asie, les assembler en Amérique du Sud et trouver comme marché l'Europe, ça pose aussi des questions si on intègre ces coûts sociaux, environnementaux, etc. Bon, à partir de là, qu'est-ce qu'on fait? Mettez-vous à la place des industriels avec leur modèle. Je rapatrie tout. Ça coûte derrière, du coup, le coût de la main-d'œuvre n'est pas le même. D'accord? Comment je refabrique ça? Comment je revends ça sur les territoires? Derrière, c'est des salariés. Derrière, c'est des investissements. C'est des emprunts. Donc, c'est pas aussi demain, on va tout relocaliser. Non, on va le faire. Il faut le faire. Il faut réfléchir un petit peu. En revanche, oui, il ne faut pas continuer à se développer n'importe comment. Donc, quelles sont les synergies qu'on doit trouver intelligentes, exactement comme la question qui a été posée sur l'interdépendance et les complémentarités. Travaillons sur ces questions-là. Continuons à trouver ce bon modèle. Mais
Si on ne se pose pas la question dans ce sens-là, on ne va pas la trouver. En revanche, si vous pensez qu'avec les circuits courts, on va réussir à développer les territoires, ce n'est pas vrai. En tout cas, pas à moyen terme, pas à long terme et probablement pas à moyen terme. En revanche, il y a des modèles intermédiaires comme l'agriculture du milieu où on peut combiner des choses différemment. Vous voyez, on a besoin d'échanger. Et c'est ça qui est intéressant. Et laissons cette liberté d'échange à condition qu'elle soit, comment dire, qu'elle respecte ce qu'on disait tout à l'heure, son impact sur l'écosystème. Moi, ça ne me gêne pas si on développe les échanges dans une économie régénérative. Par contre, ça me pose un problème quand c'est dans une économie extractive. Voilà. Et tout ce qui va permettre le développement, l'échange avec la régénération des ressources, banco. C'est très clair. Merci Vincent. Donc on va s'arrêter là pour les questions. Je remercie d'abord tout le monde et en particulier ceux qui ont des questions que je n'ai pas pu poser. Je m'en excuse. Mais voilà, il y avait beaucoup de choses très intéressantes. Je vais aussi rappeler donc, que vous pouvez trouver des informations donc, sur l'outil présenté par Vincent, donc Map in Action, sur le CIEDEL, donc sur les formations données par le CIEDEL ou sur les prestations d'accompagnement d'appui donc sur notre site internet www.ciedel.org. Et puis, je vais remercier chaleureusement Vincent. Donc, j'entends bien ce que tu nous as, le miroir que tu nous as tendu sur la position dans laquelle on t'a mis, donc la position de sachant. Donc, c'est aussi compliqué pour nous voilà, de nous adapter à la formation avec les conférences avec les outils numériques, mais on y réfléchira différemment pour la prochaine fois. Et je vais te proposer, Vincent, de donner le mot de la fin si tu as un dernier, une suggestion ou quelque chose qui te tient à cœur pour le travail des agents de développement local. Ayez confiance, portez-vous bien. Merci Vincent. Merci à tous. Au revoir. Mais Au revoir. merci beaucoup.